Mon frère a couché avec ma fiancée, ma famille leur a pardonné et a essayé de nous réunir, mais ma décision finale les a laissés en état de choc pour toujours. Mon frère Julien et moi étions proches, de cette manière compétitive que peuvent avoir deux garçons sous le même toit. Il avait 1 an de moins que moi, et nous avions toujours été comparés l'un à l'autre. Il était le type charmant, à l'esprit libre, tandis que j'étais celui qui avait un plan. Notre sœur, Léa, était la petite dernière dans l'ombre de notre mère, absorbant toujours chaque once d'attention qu'elle pouvait obtenir. Nos parents, Claire et Jean, étaient des parents de province typiques. Maman dirigeait la maison avec une volonté de faire, et papa était du genre à faire des blagues et à organiser des barbecues comme si c'était son passe-temps personnel. Je pensais avoir tout compris, une famille stable, des frères et sœurs en qui je pouvais avoir confiance, et une fiancée que je croyais être mon âme sœur. Chloé est entrée dans ma vie lors d'un projet de groupe en 2e année à l'université de Lyon. Elle avait cette énergie magnétique qui donnait envie d'être dans son orbite. Elle était ambitieuse, confiante et ridiculement séduisante. Je suis tombé amoureux d'elle très vite. À la fin du semestre, nous étions en couple. C'était comme un tourbillon, mais je ne l'ai pas remis en question car cela semblait parfait. J'imaginais notre avenir ensemble, nos carrières, nos enfants, tout. Un mois de novembre, je l'ai demandé en mariage. Ce n'était pas un grand geste, juste nous deux par une fraîche soirée d'automne. Elle a dit oui, et nous avons commencé à planifier notre mariage pour l'été suivant. C'était comme le début de la vie dont j'avais toujours rêvé. Et puis tout a implosé. En mars, j'ai eu un vendredi après-midi étonnamment calme au travail. J'ai décidé de surprendre Chloé avec ses plats à emporter préférés pour passer la soirée ensemble. Quand je suis entré dans notre appartement, quelque chose clochait. Ses chaussures étaient près de la porte, mais l'endroit était étrangement silencieux, à l'exception de faibles rires provenant de la chambre. Mon estomac s'est noué. Quelque chose n'allait pas, mais j'ai balayé ce sentiment, pensant qu'elle regardait peut-être une vidéo amusante ou qu'elle était au téléphone avec une amie. Quand j'ai ouvert la porte de la chambre, mon monde s'est effondré. Ils étaient là, Chloé et Julien, enlacés dans le lit. Chloé portait le t-shirt trop grand que je lui avais offert pour la Saint-Valentin, celui avec l'imprimé à cœur un peu kitsch. Il n'a pas été difficile de faire le rapprochement. Ils se sont figés, tous les deux avec l'air de biche prise dans les phares. C'est drôle comme le silence peut en dire long. L'air dans la pièce semblait lourd, suffocant. Julien, mon propre frère, a eu l'audace de dire « Ce n'est pas ce que tu crois ». Je l'ai fixé, riant presque du ridicule de la situation. Chloé n'a pas dit un mot, se contentant de se couvrir avec une couverture comme si cela pouvait effacer ce que je venais de voir. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas posé de questions. À quoi bon? La preuve était juste devant moi. J'ai regardé Chloé et j'ai dit « Fais tes valises et pars ». Ma voix était calme, posée. Je n'allais pas leur donner la satisfaction de me voir perdre mon sang-froid. Julien a essayé de dire quelque chose sur le fait que c'était juste arrivé, mais je l'ai interrompu. « Tu es mort pour moi », ai-je dit. Je n'étais pas intéressé par ses excuses ou ses faux remords. Il n'y a pas de « c'est juste arrivé » quand il s'agit de coucher avec la fiancée de son frère. Je suis sorti. Je n'ai pas attendu d'explications ou d'excuses pathétiques. J'ai pris mes clés et j'ai conduit jusqu'à la maison d'un ami cette nuit-là. En fixant le plafond, la réalité de la situation m'a frappé. Ma fiancée, la femme que je comptais épouser, et mon frère, une personne en qui j'avais confiance, m'avaient trahi de la pire manière possible. Il ne s'agissait pas seulement de la tromperie. C'était le fait qu'ils avaient tous les deux activement choisi de détruire quelque chose que j'estimais si profondément. Le lendemain de la découverte, je ne pensais pas que les choses pouvaient empirer, mais bien sûr, ce fut le cas. Pendant que j'étais au travail, Chloé a déménagé de l'appartement. Je lui avais déjà dit de faire ses valises et de partir, donc je pensais que c'était la fin. Mais quand je suis rentré ce soir-là, il y avait un mot sur le comptoir, juste là où nous gardions une photo de nous encadrer. C'était court, mais pas tendre. Elle écrivait qu'elle était tombée amoureuse de Julien et n'avait jamais voulu me faire de mal, suivi de quelques sornettes sur l'espoir que je trouverais dans mon cœur la force de leur pardonner. Elle a eu le culot de terminer la note par « J'espère qu'un jour tu pourras être heureux pour nous ». Heureux pour eux. J'ai eu envie de rire, mais ce n'était pas drôle. C'était exaspérant. J'ai froissé la note et l'ai jetée à la poubelle. Il n'y avait plus rien à lui dire. L'appartement semblait étrangement silencieux sans ses affaires, mais je m'en fichais.
Je voulais qu'elle sorte de ma vie le plus vite possible, et maintenant c'était fait. Ma famille a appris ce qui s'était passé en quelques jours. Je ne leur ai rien dit. Je suppose que Chloé ou Julien ont vendu la mèche. Ma mère Claire m'a appelé immédiatement. Elle était furieuse, non pas contre moi, mais contre Julien. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle ne pouvait pas croire que son propre fils me trahirait comme ça. Il n'est plus le bienvenu ici, a-t-elle répété à maintes reprises. Au début, ça faisait du bien de l'avoir de mon côté, mais je n'étais pas assez naïf pour penser que ça durerait. La loyauté de ma mère a toujours été conditionnelle. C'est le genre de personne qui se targue de maintenir la famille unie, même si cela signifie mettre d'énormes trahisons sous le tapis. Je me suis dit que ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne commence à défendre Julien. Mon père Jean, c'était une autre histoire. Quand j'ai finalement répondu à l'un de ses appels, il n'a pas dit grand-chose. Il a juste soupiré et dit « Eh bien, je suppose que ce genre de choses arrive parfois. » Je n'en revenais pas. Il n'était ni en colère, ni contrarié, ni même surpris. Il a traité ça comme si Julien avait renversé du café sur ma chemise au lieu de pulvériser ma relation et ma confiance en lui. Léa, ma petite sœur, a essayé de me soutenir, mais je sentais qu'elle était partagée. Elle appelait pour prendre de mes nouvelles et disait qu'elle n'arrivait pas à croire ce que Julien et Chloé avaient fait, mais il y avait toujours une hésitation dans sa voix. Elle était coincée entre moi et le reste de la famille, et c'était évident. Pendant des semaines, j'ai ignoré la plupart de leurs appels. Je n'avais pas l'énergie de ressasser ce qui s'était passé ou d'entendre des excuses sur pourquoi je devrais laisser tomber. Au lieu de ça, je me suis plongé dans le travail. C'était la seule chose qui me permettait de rester sain d'esprit. Mon patron, Stéphane, a remarqué que je faisais des heures supplémentaires et m'a demandé si tout allait bien. Je ne lui ai pas raconté toute l'histoire, mais j'ai admis que je traversais des problèmes personnels. C'est alors qu'il a mentionné le bureau de Bordeaux. Apparemment, ils avaient du mal à trouver quelqu'un pour diriger l'équipe là-bas, et Stéphane pensait que je serais parfait pour le poste. C'était une promotion et une chance de quitter Lyon, loin de Chloé et de tout le désordre qu'ils avaient créé. Je n'ai pas hésité. Je lui ai dit que j'étais intéressé. Quand j'ai parlé de la mutation à mes parents, mon père a simplement dit « C'est bien pour toi. Un nouveau départ pourrait être ce dont tu as besoin. » Ma mère, en revanche, a agi comme si j'avais annoncé que je déménageais sur Mars. Elle a pleuré et m'a supplié de reconsidérer ma décision. Et les dîners de famille? Et Noël? Tu ne peux pas nous abandonner comme ça, Alexandre, a-t-elle dit. Je lui ai répondu que je ne les abandonnais pas. J'abandonnais Julien. Il ne fait plus partie de cette famille, a-t-elle dit fermement. Mais je ne l'ai pas cru. Ma mère a une façon de dire une chose et de faire le contraire quand ça l'arrange. En juillet, mon intuition s'est confirmée. Julien était de retour à la maison. Ma mère m'a appelé un soir, mentionnant nonchalamment qu'ils avaient décidé de le laisser rentrer pour un temps parce qu'il n'avait nulle part où aller. Elle a agi comme si ce n'était pas grave, comme si elle n'invitait pas la personne qui m'avait trahi chez elle tout en s'attendant à ce que je vienne pour les dîners du dimanche. Je n'ai même pas essayé de cacher ma colère. Je lui ai dit que c'était une gifle qu'elle le choisisse lui plutôt que moi. Elle a essayé de se justifier en disant « C'est quand même mon fils. Je ne peux pas lui tourner le dos. » J'ai rétorqué « Eh bien, ce n'est plus mon frère, et je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. » C'est là qu'elle a commencé sa campagne pour l'unité familiale. Elle n'arrêtait pas de parler de la nécessité de guérir et d'aller de l'avant en tant que famille. C'était un code pour dire pardonne simplement à Julien pour que je n'ai pas à me sentir coupable de le laisser revenir. Je n'allais pas tomber dans le panneau. Je lui ai dit clairement que je n'étais pas intéressé par la guérison ou par le fait de prétendre que tout allait bien. Tu veux l'unité? Alors arrête peut-être de récompenser la personne qui a tout fait exploser, ai-je dit avant de raccrocher. Après ça, j'ai gardé mes distances. J'étais occupé à préparer mon déménagement à Bordeaux. J'ai trouvé un logement, fait mes cartons et pris un nouveau départ dans une ville où personne ne connaissait ma famille ou mon passé. Quitter Lyon n'a pas été facile. J'y avais de bons souvenirs, et une partie de moi avait l'impression de laisser Julien et Chloé gagner en partant. Mais rester aurait été pire. Chaque rue, chaque restaurant, chaque souvenir partagé, tout me rappelait ce que j'avais perdu. Déménager était la seule façon de vraiment recommencer. Au moment de mon départ, j'avais presque coupé les ponts avec ma famille. Je ne répondais plus à leurs appels ni à leurs messages.
Même les tentatives de Léa de rester neutre n'avaient plus d'importance. Ils avaient fait leur choix en laissant Julien revenir, et j'avais fait le mien en les laissant derrière moi. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait. Mais une chose était claire. J'en avais fini d'être le bon fils qui faisait toujours passer la famille en premier. Désormais, je me faisais passer en premier. En septembre, je m'étais habitué à ma nouvelle vie à Bordeaux. Couper les ponts avec ma famille avait été la meilleure décision que j'ai prise, même si elle n'avait pas été facile. Le travail se passait bien. J'avais commencé à me faire de nouveaux amis, et la distance de tout ce chaos était exactement ce dont j'avais besoin. Puis, ma mère, Claire, m'a appelé. C'était bientôt son anniversaire, et elle voulait que je revienne à la maison pour le fêter. J'ai hésité. Ma relation avec elle était tendue depuis qu'elle avait laissé Julien revenir. Mais elle a insisté, disant que ce ne serait que la famille proche et que je lui manquais. Contre toute attente, j'ai accepté. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents était long, me laissant beaucoup trop de temps pour douter de ma décision. Je me suis dit que je faisais ça pour ma mère, même si elle m'avait déçu. Peut-être que ce ne serait pas si terrible si ce n'était que mes parents et Léa. Quand je suis arrivé devant la maison, j'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas. Il y avait beaucoup trop de voitures garées à l'extérieur. Mon cœur s'est serré quand j'ai aperçu la voiture de Julien dans l'allée. Mes mains se sont crispées sur le volant alors que je débattais de faire demi-tour, mais je ne voulais pas donner à ma mère la satisfaction de me voir fuir. J'ai décidé d'entrer, de faire court et de partir dès que possible. Dès que j'ai franchi la porte, ma mère m'a accueilli avec un grand sourire, agissant comme si rien ne s'était jamais passé. « Alexandre, je suis si contente que tu sois venu », a-t-elle dit en me prenant dans ses bras. Son énergie était excessive, comme si elle essayait d'arranger les choses par la seule force de sa volonté. J'ai jeté un coup d'œil dans le salon, et ils étaient là, Julien et Chloé, assis sur le canapé comme s'ils n'avaient aucun souci au monde. Chloé a même eu le culot de rire à quelque chose que Léa disait alors que je restais là, figé d'incrédulité. « Pourquoi sont-ils ici ?» ai-je demandé, ma voix basse mais tranchante. Avant que ma mère ne puisse répondre, elle m'a pris le bras et m'a fait entrer plus loin dans la maison. « Parlons dans le salon », a-t-elle dit, comme si cela allait rendre la situation moins horrible. Une fois dans le salon, ma mère a commencé son discours habituel sur la guérison et la famille. Elle m'a fait asseoir et s'est lancée dans une tirade sur le fait que Julien et Chloé avaient fait une erreur, mais qu'ils étaient vraiment désolés, et qu'il était temps d'aller de l'avant en tant que famille. Julien, toujours aussi effronté, a ajouté « Je suis désolé, mec. C'est juste arrivé. » Il a dit ça comme s'il avait renversé du café sur ma chemise au lieu de pulvériser toute ma vie. Chloé a enchaîné avec « Nous n'avons jamais voulu te faire de mal. » Ce qui semblait encore plus ridicule venant d'elle. Elle n'essayait même pas d'avoir l'air pleine de remords. Je les ai fixés en essayant de comprendre s'ils croyaient vraiment à leur propre bêtise. Le fait qu'ils pensent que c'était un tant soit peu réparable était presque risible. Je me suis penché en avant, j'ai regardé Julien droit dans les yeux et j'ai dit « Tu es une excuse pathétique pour un frère. » Puis je me suis tourné vers Chloé et j'ai dit « Et toi ? J'espère qu'il te trompera aussi. Vous vous méritez l'un l'autre. » La pièce est devenue silencieuse. Ma mère a commencé à dire quelque chose, mais je ne lui en ai pas laissé l'occasion. Je me suis levé, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit « Profite bien de ton fils en or. Ne m'appelle plus jamais. » En sortant, j'entendais ma mère essayer de calmer tout le monde, disant quelque chose sur le fait que je finirais par revenir à la raison. Julien n'a pas dit un mot, et Chloé est restée assise là. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti sans regarder en arrière. Mon esprit tournait à plein régime. Comment ma mère pouvait-elle penser que c'était acceptable ? Comment pouvait-elle s'attendre à ce que je pardonne et oublie comme s'il s'agissait d'un désaccord mineur et non d'une trahison qui avait déchiré ma vie ? J'ai passé le reste de la journée à essayer de me calmer, mais je n'arrivais pas à me défaire de la colère. Je rejouais la scène dans ma tête, souhaitant en avoir dit encore plus. Une partie de moi voulait appeler ma mère et déverser tout ce que je ressentais, mais je savais que ça ne changerait rien. Elle avait déjà fait son choix en accueillant Julien et Chloé dans sa vie. Ce soir-là, j'ai bloqué son numéro. J'ai bloqué celui de Julien aussi. Même s'il n'avait pas cherché à me contacter depuis des mois, je me suis dit que ce n'était qu'une question de temps avant que lui ou Chloé n'essaie de nouveau de clarifier les choses, et je ne voulais pas avoir à gérer ça. Pendant les semaines qui ont suivi, je suis resté seul. Le travail est devenu mon refuge et je me suis jeté dans tous les projets que je pouvais trouver.
Mes collègues pensaient probablement que j'étais juste super dévoué, mais la vérité était que je ne savais pas comment canaliser ma frustration autrement. J'ai aussi arrêté de consulter les réseaux sociaux. Voir des photos de ma famille ne ferait que me rappeler ce qui s'était passé, et je n'avais pas besoin de ce genre de négativité. Je me disais que j'étais mieux sans eux, mais ça faisait quand même mal de savoir que les personnes en qui j'avais le plus confiance m'avaient laissé tomber si complètement. Finalement, j'ai commencé à me sentir un peu mieux. La distance aidait et je reconstruisais lentement ma vie. Je me disais que je n'avais pas besoin d'eux, que je pouvais créer ma propre version de la famille avec des gens qui se souciaient vraiment de moi. Mais au fond, je savais que ce n'était pas fini. Ma mère n'était pas du genre à abandonner facilement, et j'avais le sentiment qu'elle trouverait un autre moyen de me ramener dans ce drame. Pour l'instant, cependant, j'étais content de garder mes distances et de me concentrer sur moi-même. Qu'ils aient leur unité familiale. Je préférais être seul qu'entouré de gens qui ne m'estimaient pas. S'ils voulaient vivre dans le déni de ce que Julien et Chloé avaient fait, c'était leur choix. Je n'allais pas en faire partie. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait. Mais une chose était certaine. J'en avais fini de les laisser dicter ma vie. Désormais, je vivais selon mes propres termes. En janvier, la vie à Bordeaux était devenue tout ce que j'espérais. Ça faisait du bien d'être à des kilomètres du chaos que ma famille avait créé. Je ne me réveillais plus en colère tous les jours. J'avais de l'espace pour respirer, réfléchir et me concentrer sur moi-même. C'est alors que Sophie, ma cousine éloignée, m'a envoyé un message. Je la connaissais à peine. Nous ne nous étions vus que quelques fois lors d'événements familiaux au fil des ans, et même là, je ne pense pas que nous ayons jamais échangé plus de quelques mots. Alors, quand elle m'a contacté de nulle part, disant qu'elle déménageait à Bordeaux et qu'elle aurait besoin d'aide pour s'installer, j'étais sceptique au début. J'ai hésité à ignorer complètement son message. Ma famille avait prouvé à maintes reprises que s'impliquer avec eux, même de manière périphérique, était une erreur. Mais une partie de moi se sentait mal. Sophie ne m'avait rien fait personnellement, et elle ne connaissait peut-être même pas toute l'histoire. De plus, elle semblait sincèrement nerveuse à l'idée de déménager seule dans une nouvelle ville. Contre mon gré, j'ai accepté de l'aider. Le week-end est arrivé et je me suis présenté à l'adresse qu'elle m'avait envoyée. C'était un petit complexe d'appartements dans un quartier plus calme de la ville. Et en entrant dans le parking, tout semblait normal. C'était jusqu'à ce que je voie le camion de location et deux silhouettes très familières en train de décharger des cartons, Julien et mon père. Pendant un instant, je me suis figé, serrant si fort le volant que mes jointures sont devenues blanches. Mon premier instinct a été de sortir du parking et de ne jamais regarder en arrière. Mais avant que je ne puisse le faire, la porte d'entrée de l'appartement s'est ouverte et ma mère est sortie. Elle m'a repéré immédiatement et m'a fait signe comme s'il s'agissait d'une réunion de famille au lieu d'un piège. « Alexandre, attends » a-t-elle crié en courant vers ma voiture. J'ai mis la voiture au point mort et je suis sorti, mais je ne me suis pas approché. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» ai-je demandé, désignant Julien et mon père, qui se tenaient maintenant maladroitement près du camion. Ma mère m'a lancé son regard habituel de « soyons tous raisonnables » et a commencé à divaguer sur le fait que Sophie avait juste besoin d'aide et qu'il était logique que la famille se réunisse. Il était clair que le but n'était pas du tout Sophie. Il s'agissait pour eux de trouver un autre moyen de me forcer à une sorte de réconciliation. Julien, toujours le maître des excuses peu sincères, s'est avancé avec les larmes déjà aux yeux. « Je suis désolé, Alexandre » a-t-il dit, la voix tremblante comme s'il passait une audition. Je sais que j'ai merdé. Je veux juste arranger les choses. Je l'ai regardé, complètement impassible. C'était le même scénario qu'il avait essayé à la fête d'anniversaire de ma mère, et c'était tout aussi pathétique maintenant qu'à l'époque. Puis mon père a décidé de s'en mêler. Alexandre, allez, a-t-il dit, son ton étant ce mélange irritant d'exaspération et de condescendance qu'il utilisait toujours quand il pensait que j'étais déraisonnable. Tu t'accroches à cette rancune et ça déchire la famille. Sois le plus intelligent. C'en était trop. L'entendre me dire d'être le plus intelligent, comme si les actions de Julien étaient une erreur mineure que je devais surmonter, m'a fait sortir de mes gonds. Il n'avait aucune idée de ce que ça faisait d'être trahi par son propre frère, de perdre non seulement une relation mais aussi la confiance que l'on avait dans les personnes les plus proches. Quand mon père s'est approché et a posé une main sur mon épaule, j'ai réagi sans réfléchir. Mon poing a heurté son visage avant même que je ne réalise ce que je faisais. Le son était sec et, pendant un instant, tout s'est arrêté.
Mon père a reculé en se tenant la mâchoire, me regardant en état de choc. Julien avait l'air de vouloir disparaître, et ma mère, comme on pouvait s'y attendre, a fondu en larmes. Alexandre, a-t-elle sangloté comme si c'était moi qui ruinais tout. Julien a marmonné quelque chose à voix basse sur le fait que j'allais trop loin, mais je n'ai même pas pris la peine de répondre. Je me suis retourné et je suis retourné à ma voiture. Ne me suivez pas, ai-je dit par-dessus mon épaule. En rentrant chez moi, j'ai immédiatement bloqué Sophie. Je me fichais de savoir si elle faisait partie du coup monté ou si elle n'était qu'un pion dans le dernier stratagème de ma mère. Dans tous les cas, je ne voulais rien avoir à faire avec elle. Cette nuit-là, je me suis assis sur mon canapé en essayant de digérer ce qui venait de se passer. Je n'étais pas fier de m'être emporté, mais je ne le regrettais pas non plus. Mon père avait franchi une ligne, et si un coup de poing au visage était ce qu'il fallait pour leur faire comprendre que je n'allais pas me laisser manipuler, qu'il en soit ainsi. Le pire, c'est que ce n'était même pas surprenant. Ma mère avait toujours été prête à se plier en quatre pour protéger Julien, peu importe les dégâts qu'il causait. Et mon père était plus soucieux de maintenir la paix que de s'attaquer réellement au problème. Je me suis demandé depuis combien de temps il planifiait cela. Avait-il parlé à Sophie pendant des semaines, la convainquant de me contacter, ou était-ce une idée de dernière minute? Quoi qu'il en soit, ça n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'est que je sois parti avant qu'il ne puisse me réembarquer. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un étrange mélange de soulagement et de tristesse. Soulagement parce que j'avais tenu bon, mais tristesse parce que c'était un autre rappel de l'état de délabrement de ma famille. Il n'y avait pas de solution. Ils ne voyaient pas la trahison de Julien et Chloé pour ce qu'elle était, et ils ne la verraient jamais. J'ai décidé ce jour-là de couper les ponts encore plus. Je n'allais plus leur donner d'autres occasions de m'entraîner dans leur désordre. Ma vie à Bordeaux était belle, et je n'allais pas les laisser la gâcher. Quoi qu'ils veuillent de moi une conclusion, le pardon, un retour à la normale ils ne l'obtiendraient pas. J'en avais fini d'être le bouc émissaire, celui qui devait maintenir la famille unie pendant que tout le monde faisait ce qu'il voulait. En décembre, j'étais dans un bien meilleur état d'esprit, émotionnellement et mentalement. La vie à Bordeaux était stable, et j'avais commencé à sortir avec Hélène, une jeune femme de 24 ans qui est rapidement devenue mon rock. Elle était tout ce dont j'avais besoin. Gentille, drôle, solidaire et, surtout, elle respectait mes limites. Elle connaissait le désordre avec ma famille et ne m'a jamais fait pression pour que je reprenne contact. La famille d'Hélène vivait à Nantes et elle m'a invité à passer Noël avec eux. C'était la première fois depuis des années que j'attendais les vacances avec impatience. Ses parents étaient chaleureux et accueillants. Ses frères et sœurs étaient super, et il n'y avait aucune des tensions et des drames qui avaient tourmenté mes réunions de famille depuis aussi longtemps que je me souvienne. Une semaine avant Noël, cependant, j'ai reçu une lettre par la poste. J'ai failli l'ignorer car je ne reconnaissais pas l'écriture. Quand je l'ai ouverte, mon estomac s'est noué. C'était de ma mère. Elle écrivait que Julien et Chloé s'étaient mariés et que mes parents étaient maintenant séparés. Elle n'entrait pas dans les détails du pourquoi, mais elle insistait sur le fait que la famille avait besoin de moi pour ce Noël. Elle me suppliait de rentrer à la maison, disant que cela pourrait être une chance de guérir et d'aller de l'avant. J'ai lu la lettre 2 fois, essayant de comprendre ce qu'elle demandait vraiment. S'agissait-il de moi, ou était-ce juste une autre tentative de réparer le désordre que Julien avait créé? La mention de leur mariage me donnait la nausée. C'était comme une gifle, un rappel qu'ils étaient passés à autre chose sans le moindre remords pour ce qu'ils avaient fait. Quand j'ai montré la lettre à Hélène, elle m'a suggéré de laisser tomber. « Tu ne leur dois rien », a-t-elle dit doucement. « Si ça ne fait que te blesser, il n'y a aucune raison de t'infliger ça. » Elle avait raison, bien sûr, mais une petite partie de moi se sentait encore coupable. Pas de les avoir coupés de ma vie, mais du fait que je n'arrivais pas à me défaire du sentiment d'obligation que ma mère avait toujours essayé de m'inculquer. Finalement, j'ai décidé de passer Noël avec la famille d'Hélène. Ils vivaient dans une maison confortable en banlieue de Nantes, et dès notre arrivée, j'ai su que j'avais fait le bon choix. Ses parents m'ont accueilli avec des câlins, et sa mère a immédiatement commencé à s'agiter pour savoir si je préférais le chocolat chaud ou le vin chaud. C'était simple et sain, d'une manière que je n'avais pas connue depuis des années. Nous avons passé le réveillon de Noël à décorer le sapin, à faire des biscuits et à jouer à des jeux de société. C'était le genre de vacances que j'avais toujours voulu, mais que je n'avais jamais vraiment eu. Pour une fois, je n'attendais pas qu'une dispute éclate. Le matin de Noël était tout aussi paisible.
La famille d'Hélène avait pour tradition d'ouvrir les cadeaux en pyjama. Et ils avaient même une chaussette pour moi avec mon nom dessus. C'était attentionné, simple, et cela m'a fait sentir que j'appartenais à quelque chose. Mais même au milieu de toute cette chaleur et de ce bonheur, la pensée de ma famille persistait à l'arrière de mon esprit. Je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qu'ils faisaient. Ma mère était-elle assise seule dans la maison? Mon père fêtait-il Noël? Julien et Chloé jouaient-ils au couple heureux pendant que le reste d'entre eux prétendait que tout allait bien? J'ai repoussé ces pensées et me suis concentré sur le moment présent. Je n'allais pas laisser leur drame gâcher ça pour moi. En janvier, alors que je reprenais ma routine, j'ai reçu un email de Léa. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis des mois, alors voir son nom dans ma boîte de réception était une surprise. Contre toute attente, je l'ai ouvert. Léa écrivait que mon père vivait maintenant dans un hôtel bas de gamme et que Julien et Chloé avaient des difficultés financières. Elle n'entrait pas trop dans les détails, mais elle laissait entendre que la situation professionnelle de Julien n'était pas stable et que Chloé était apparemment malheureuse dans leur mariage. J'ai regardé l'écran, essayant de comprendre pourquoi Léa pensait que j'avais besoin de savoir tout ça. Cherchait-elle de la sympathie? S'attendait-elle à ce que j'intervienne et que j'arrange les choses? Si c'était le cas, elle allait être déçue. Je n'ai pas répondu à l'email. Que étais-je censé dire? Désolé d'apprendre ça, mais ce n'est pas mon problème. Je n'allais pas me laisser entraîner à nouveau dans leur désordre. Peu importe à quel point les choses allaient mal pour eux, ils avaient fait leur choix, et maintenant ils devaient en assumer les conséquences. Pourtant, une partie de moi se sentait vengée. Ils avaient des difficultés et même si je ne prenais pas plaisir à leur souffrance, je ne pouvais m'empêcher de penser que c'était le karma qui les rattrapait. Julien et Chloé avaient détruit ma vie et maintenant leur petite bulle parfaite commençait à se fissurer. Hélène a remarqué que j'étais plus silencieux que d'habitude ce soir-là et m'a demandé si tout allait bien. Je lui ai parlé de l'email et elle a juste hoché la tête, son expression douce mais ferme. Tu as fait le dur travail de passer à autre chose, a-t-elle dit. Ne les laisse pas te ramener en arrière. Elle avait raison. J'avais passé trop de temps à reconstruire ma vie pour laisser leurs problèmes me faire dérailler maintenant. Le lendemain matin, j'ai supprimé l'email de Léa et bloqué son adresse. Ce n'était pas facile, mais c'était nécessaire. Je n'allais pas les laisser utiliser la culpabilité ou la pitié pour se frayer un chemin dans ma vie. Ce Noël avec la famille d'Hélène a été un tournant. Pour la première fois, j'ai réalisé ce que signifiait être vraiment libéré de la toxicité dans laquelle j'avais grandi. Je n'avais pas besoin de l'approbation ou de la validation de ma famille. J'avais trouvé des gens qui se souciaient de moi pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais faire pour eux. Le chaos de mon passé n'allait plus me définir. J'avais construit une nouvelle vie, et je ne regardais pas en arrière. En juin, je me sentais bien par rapport au chemin parcouru. Ma vie à Bordeaux était stable. Ma relation avec Hélène se renforçait de jour en jour, et ma famille n'était plus qu'un lointain souvenir. Je les avais tous bloqués, ignoré chaque tentative timide de contact, et je m'étais entièrement concentré sur moi-même. Mais bien sûr, ils n'en avaient pas fini avec moi. Un samedi matin, je me préparais à sortir courir quand j'ai entendu frapper à ma porte. Je n'attendais personne, et quand j'ai regardé par le Judas, je me suis figé. C'était Léa. Je ne l'avais pas vue depuis plus d'1 an, et pendant une fraction de seconde, j'ai envisagé de faire comme si je n'étais pas là. Mais finalement, j'ai ouvert la porte. Elle s'est immédiatement mise à pleurer. « Alexandre, je suis tellement désolée », a-t-elle dit en entrant dans le couloir avant que je ne puisse l'inviter. J'aurais dû te défendre davantage. J'aurais dû en faire plus. Ces mots m'ont pris par surprise. Pendant si longtemps, Léa avait été cette présence passive dans ma vie. Quelqu'un qui ne m'avait jamais fait de mal directement, mais qui ne m'avait jamais vraiment défendu non plus. L'entendre prendre ses responsabilités était inattendu, et je ne savais pas trop comment réagir. J'ai coupé les ponts avec Julien et Chloé, a-t-elle poursuivi. Et maman, je n'en pouvais plus. J'ai croisé les bras et je me suis appuyé contre le cadre de la porte. « Qu'est-ce que tu veux, Léa ?» ai-je demandé. Elle a hésité, s'essuyant les yeux. « Je veux juste parler. Papa veut parler aussi. On peut se voir, s'il te plaît ?» J'aurais dû dire non. Chaque instinct en moi hurlait de fermer la porte et de continuer ma journée. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont elle me regardait, suppliante, désespérée, qui m'a fait hésiter. Contre mon gré, j'ai accepté. Quelques jours plus tard,
nous nous sommes retrouvés dans un petit restaurant tranquille en périphérie de la ville. Léa était déjà là quand je suis arrivé, assise avec notre père, Jean. Je ne l'avais pas vue depuis que je l'avais frappé au visage devant l'appartement de Sophie, et la tension entre nous était palpable. Il s'est levé à mon approche, tendant une main. Je ne l'ai pas prise. Au lieu de ça, je me suis assis en face d'eux et j'ai attendu que l'un d'eux parle. « Je suis désolé », a finalement dit mon père, la voix basse. « Pour tout. J'aurais dû faire plus pour te protéger. J'aurais dû gérer les choses différemment. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était plus que ce à quoi je m'attendais. » Pendant un bref instant, j'ai senti une lueur d'espoir que peut-être, juste peut-être, les choses pourraient être sauvées. Puis la porte du restaurant s'est ouverte et ma mère est entrée. Je me suis immédiatement tendu, et mon père a eu la décence d'avoir l'air embarrassé. « Elle voulait venir », a-t-il dit, comme si cela excusait de m'avoir pris au dépourvu. Et bien sûr, juste derrière elle se trouvaient Julien et Chloé. Je me suis levé, prêt à partir, mais Léa m'a attrapé le bras. « S'il te plaît, Alexandre, écoute-les au moins », a-t-elle dit. C'en était trop pour moi. Je me suis levé, coupant ma mère avant même qu'elle ne commence à parler. « Vous n'êtes plus ma famille », ai-je dit, ma voix froide et posée. « Vous voulez le pardon ? Trouvez quelqu'un d'autre à manipuler. J'en ai fini. » J'ai jeté quelques euros sur la table pour mon café et je suis sorti, ignorant les voix qui m'appelaient. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Ils pouvaient supplier, plaider et pleurer autant qu'ils le voulaient, mais j'en avais fini d'être le bouc émissaire de leur dysfonctionnement. Aujourd'hui, à 28 ans, j'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs vies depuis que le chaos de ma famille s'est déchaîné. Quand je repense à tout ce qui s'est passé, cela ne semble presque pas réel, comme si c'était la vie de quelqu'un d'autre. Mais les cicatrices me rappellent que tout était bien trop réel. La bonne nouvelle, c'est que j'en suis sorti plus fort, plus sage, et entouré de gens qui se soucient vraiment de moi. Hélène et moi nous sommes fiancés l'année dernière. Ce n'était rien d'extravagant, juste nous deux dans notre parc préféré à Bordeaux. Je n'ai pas cherché le grand geste car j'avais appris que le véritable amour n'a pas besoin de spectacle. Quand je lui ai demandé de m'épouser, elle a pleuré et a dit oui immédiatement. Ce moment a été comme la dernière pièce du puzzle que j'essayais de résoudre depuis que tout s'était effondré. Elle n'est pas seulement ma fiancée, elle est ma partenaire dans tous les sens du terme. Elle m'a soutenu à travers tous les hauts et les bas, m'a écouté sans jugement, et n'a jamais essayé de me repousser vers la famille que j'avais laissée derrière moi. Avec elle, je me sens en sécurité d'une manière que je n'aurais jamais cru possible après ce que Julien et Chloé ont fait. La plus grande nouvelle, cependant, c'est que nous attendons notre premier enfant. C'est un garçon, et chaque fois que je pense à le tenir dans mes bras pour la première fois, je ressens un mélange écrasant d'excitation et de nervosité. Je n'ai jamais pensé que je serais prêt pour la paternité après le désordre dans lequel j'ai grandi. Mais la confiance d'Hélène en nous me donne de l'espoir. Nous allons faire tout notre possible pour donner à notre fils une vie pleine d'amour, de respect et de stabilité. Le genre de vie que je n'ai pas eu. L'une des premières mesures que j'ai prises pour couper complètement les ponts avec ma famille a été de changer mon nom de famille. Je ne me suis pas précipité. Pendant un certain temps, j'ai pensé que c'était peut-être trop extrême ou que ça ne ferait pas une grande différence. Mais avec le temps, j'ai réalisé que mon nom de famille était comme une encre vers le passé, et j'étais prêt à la lâcher. C'était une sensation étrange, de se tenir au tribunal et de remplir les papiers. Quand le juge a approuvé, j'ai ressenti un sentiment de soulagement inattendu, comme si j'avais enfin fermé une porte que j'avais eu peur de fermer complètement. J'ai choisi un nom de famille qui avait du sens pour moi, quelque chose de lié à un héros personnel plutôt qu'à mon arbre généalogique. Hélène m'a entièrement soutenu. Elle a même plaisanté en disant qu'elle prendrait mon nouveau nom de famille une fois mariée, en disant « Nous commençons notre propre héritage maintenant ». Cela m'a vraiment marqué. L'idée de créer quelque chose de nouveau, quelque chose de séparé de toute la douleur et de la trahison, est devenue mon objectif. J'ai entendu des bribes de ce qui se passe avec ma famille depuis que j'ai coupé les ponts. Non pas parce que je cherche l'information, mais parce que des connaissances communes font parfois des gaffes et le mentionnent. Apparemment, mes parents sont maintenant officiellement séparés. Mon père vit dans une minuscule location en périphérie de la ville et ma mère est toujours dans la maison familiale à essayer de sauver les apparences. Julien et Chloé, disons simplement que le karma n'a pas été tendre avec eux. Ils sont criblés de dettes et, d'après ce que j'entends, leur mariage est sur un terrain fragile.
Chloé a perdu son emploi et la situation professionnelle de Julien est loin d'être stable. L'ironie ne m'échappe pas. Après tout ce qu'ils ont fait pour me détruire, ce sont eux qui luttent pour garder la tête hors de l'eau. Quant à Léa, son fiancé l'a quittée quelques mois avant leur mariage. Je ne connais pas les détails, et honnêtement, je m'en fiche. Elle a fait son choix de se ranger du côté de Julien et Chloé quand cela comptait le plus, et ce n'est pas quelque chose que je peux pardonner. La dernière fois que j'ai eu de leurs nouvelles directement, c'était il y a plus d'1 an, lorsque ma mère m'a envoyé une autre lettre me suppliant de renouer le contact. Je ne l'ai même pas ouverte. Je l'ai jetée directement à la poubelle. Quel que soit le regret qu'ils ressentent maintenant, c'est leur fardeau à porter, pas le mien. L'une des plus grandes leçons que j'ai apprises à travers tout cela est l'importance de fixer des limites. Pendant si longtemps, j'ai laissé ma famille me bousculer, me culpabiliser pour que je leur pardonne et me faire sentir que leur problème était ma responsabilité. Couper les ponts n'a pas été facile. C'était désordonné, mais c'était la seule façon d'avancer vraiment. Parfois, je me demande si ma famille regarde en arrière et regrette ses choix. Pense-t-il à la douleur qu'ils ont causée? Réalisent-ils tout ce qu'ils ont perdu en me trahissant? Je ne le saurai probablement jamais, et ce n'est pas grave. Leur regret ou leur absence de regret n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est que j'ai enfin trouvé la paix. Si quelqu'un qui lit ceci traverse quelque chose de similaire, laissez-moi vous dire qu'il n'est pas facile de s'éloigner des relations toxiques, surtout quand il s'agit de la famille. Mais parfois, c'est le seul moyen de protéger votre paix et de créer la vie que vous méritez. Vous n'êtes pas obligé de garder des gens dans votre vie simplement à cause de l'ADN partagé. J'ai appris que la famille, ce n'est pas une question de sang. C'est une question de personnes qui sont là pour vous, vous soutiennent et vous aiment inconditionnellement. Et avec Hélène à mes côtés et notre petite en route, j'ai enfin la famille que j'ai toujours voulu.